Elle est où, Jeanne? Elle est morte, mec. Elle est morte, mec. Bah quoi, tu crois pas que c'est un problème? Je suis dérouté. Je comprends même pas comment répondre à ta question. On a vu les faits. Ouais, nous et 500 personnes. Mais c'est nul. Oui, c'est pour ça j'aime surfer des internets. Abonne-toi, commente et partage. Ainsi tu proposeras autour de toi un contenu éducatif, ludique et désopilatoire. Comme pour avoir les jambes douces? Non, comme pour... On s'en fout, on a vu les faits. Un film, c'est pas juste une série d'événements, faut que ça vive. Ah bah ça, demande-moi ce que ça concerne. Salut l'équipe. Alors comme tu le dis si bien, une histoire sans personnage intéressant, c'est comme une pétanque sans Ricard. Je pose bien quelque chose, mais c'est pas ce qu'on est venu chercher. D'où ma question. Est-ce que c'est pas un problème qu'elle soit morte vu qu'on connaît pas sa personnalité? Tout dépend de ce que tu veux faire du film. Il y a plein de possibilités de genre au cinéma. L'horreur, la comédie, le drame, l'action, etc. Mais aussi la fidélité ou non à une histoire. Regarde par exemple le roi Arthur. Entre Camelot, The Legend of the Sword et Arthur, tu as trois interprétations très différentes de la même histoire. Pourtant, une seule se veut être historiquement fiable. Oui, enfin, pour autant qu'on trouve fiable de se référer à une légende. Ouais, t'as raison, mauvais exemple. Alors qu'est-ce que tu dis de ça? Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis, un républicain qui proclama l'abolition de l'esclavage en 1863, a eu plein de films sur lui. Et t'es pas forcément prêt pour la liste. Lincoln, Lincoln and Lincoln. Plus sérieusement. Plusieurs films biographiques qui témoignent de sa vie, son œuvre et son impact sur la société américaine. Mais ce n'est pas tout! Dis-nous en plus! La France doit savoir! Eh bien, selon sa filmographie, Abraham Lincoln a aussi été chasseur de vampires, chasseur de zombies, mais a surtout participé à la dinguerie récemment produite par Netflix, America the Motion Picture. Sans déconner, allez mater ce dessin animé, il est incroyable. Bon, enfin mec, t'es pas non plus payé pour partir en vrille sur Jeanne. Alors mec, déjà je suis pas payé, et de deux, c'est moi le boss du film ici. Mais oui, bien sûr que j'ai une biographie réaliste en tête. Et en plus, en l'occurrence, on a plein de témoignages. Mais tu vas le laisser parler? Oui, c'est chiant, tu raconteras tes histoires à la fin. Cette fois, c'est moi qui commence sur la construction de la fiche personnage de Jeanne. Les histoires, tant qu'on s'appelle pas Christopher Nolan, sont toujours simples. Ce sont les personnages qui leur donnent leur complexité, et notamment le personnage principal, ou protagoniste. Mais il y en a toujours plein des personnages principaux. Non. Enfin si, mais il n'y a qu'un protagoniste. Seigneur des Anneaux, Frodon. Star Wars, Luke. Les Visiteurs, Godefroy de Montmirail. Non mais facile aussi, Fight Club. Le narrateur. Le narrateur? Bah, c'est quoi le nom du personnage d'Edward Norton? Oh bah merde. Ah si, bah Tyler Durden. Non, ça c'est un antagoniste. Bah non, vu que c'est un antagoniste. Mais bref, on y reviendra une prochaine fois. Game of Thrones? Ah, là c'est plus complexe. Alors pas de divulgacherie, mais ça dépend des épisodes. Alors qu'au global, on découvre seulement à 3 minutes de la fin que le protagoniste était... celui qui ne sait rien. Bref, ce sont les personnages qui donnent de la densité à une histoire. Mais c'est le protagoniste qui lui donne un sens. Pourquoi agit-il ainsi? Qu'est-ce que ça signifie pour lui? Qu'est-ce qu'il ressent quand ça arrive? Pourquoi cette transformation? Bref, pour qu'un spectateur se sente impliqué émotionnellement, il faut qu'il comprenne les motivations et les réactions du héros. Sauf qu'on est au cinéma, pas dans un livre. Donc 3 choix s'offrent pour les faire ressentir. D'abord, un narrateur explique ce qui se passe dans la tête du héros à la 3e ou à la 1re personne. Cette idée de narrateur plongeait Rouge dans la perplexité. Ça faisait très introduction de film de Noël ou Tim Burton, voire même un peu Desperate Housewives. Cette voix commence déjà à me les hacher, Manu. Je ne pense pas que ça convienne. En plus, j'ai jamais regardé Desperate Housewives, comment je sais ça? Faire exprimer le ressenti par les autres personnages. Tu essaies de me faire croire que Kelly Marguerite se sent menacée par notre amitié, Jean-Michel? Je n'ai rien à te prouver. Tu es toi-même sur la défensive. Tu souffres de sa présence. Oh, tu vois ce moustique sur ma joue? Je comprends qu'elle ait peur après sa relation avec John Michel, mais je n'ai pas à en payer le prix. C'est bon, tu l'as eu. Tiens donc, Marie-Brenda. Encore essayé de tripoter Jean-Michel. Chérie, je t'ai apporté ton casque anti-moustique. Cette urgence démoniaque le cause du souci en ce moment. J'aurais parfaitement pu m'occuper de ce moustique. Adieu! Les personnages ne sont que ce qu'ils font. En d'autres termes, on revient sur une des règles de base du cinéma, show, don't tell. Les émotions, les doutes, les joies, etc. doivent passer par la mise en scène et le jeu des acteurs. Si un scénariste a besoin d'expliquer ce qu'il se passe, c'est que la mise en scène ne fonctionne pas ou qu'il n'est pas assez sûr de lui. Oui, alors au rang des banalités, plus facile à dire qu'à faire. C'est pour ça qu'il faut connaître à fond son personnage. Je vous montre dans un instant comment on construit une fiche personnage, mais avant ça, Alex...
Tu peux nous expliquer pourquoi on a autant de témoignages sur Jeanne? Mais avec plaisir, parce que ce n'est pas un mais deux procès qui auront lieu autour de Sainte Jeanne d'Arc. Comme on l'a vu dans une précédente vidéo, Pierre Cochon, évêque bourguignon à la solde des Anglais, dirigea un procès à charge contre elle dans le but de lui retirer son statut d'envoyé de Dieu, afin de discréditer le nouveau roi de France, Charles VII. Car si le diable et non Dieu a placé Charles VII sur le trône, le peuple français ne pourra que le rejeter et accepter Henri VI comme roi légitime par le droit de succession et par l'intervention divine. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais ce procès avait pour but de la faire condamner et en aucun cas de rendre la justice. De nombreux faux témoignages seront apportés, de nombreuses règles du droit civil et canonique seront bafouées. En fait, il nous en apprend plus sur le caractère de Jeanne par la façon dont elle répondait que par les réponses elles-mêmes. En revanche, en 1450, enfin pris de réels remords, Charles VII ordonna à un certain Guillaume Bouillet de conduire une enquête pour réhabiliter la mémoire de Jeanne et tenir un procès conforme au droit et aux usages. Je précise qu'en 1450, la Normandie est presque entièrement reprise aux Anglais, et l'Aquitaine sur le point de l'être. Le peuple y a activement participé et a bien fait sentir au souverain qu'il a joliment déféqué dans la glu. Il veut dire chier dans la colle. Cette première enquête porte principalement sur la nature et le déroulement du procès pour l'invalider. C'est une sorte de pourvoi en cassation qui n'avait pas pour but de légitimer les actes de la pucelle, mais de montrer l'irrégularité de la procédure. Ce sont donc les interrogateurs eux-mêmes, les huissiers et les greffiers qui seront interrogés. Plus tard, en 1455, le pape accorde à Charles VII la tenue d'un procès d'église pour réhabiliter ou non la dite pucelle. Il s'agissait de juger aussi du fond, ce sont donc 28 témoins de Domrémy, Orléans, la cour du roi, Rouen, etc., qui seront interrogés sur ses œuvres, sa dévotion, si elle était bonne chrétienne, si elle était vierge, sa personnalité, etc. La bonne nouvelle pour vous, mes petits potes, c'est que les minutes, étant des documents juridiques, sont la retranscription fidèle de toutes les déclarations du procès, témoignages compris. En 5 volumes rédigés dans le français de l'époque, par contre. Donc j'aime autant vous dire que je vais partir à la chasse aux entretiens avec des historiens pour en savoir plus sur la substantifique moelle. Et maintenant que tu as toute la matière pour développer ta fiche, mais que contient-elle donc? Nous sommes suspendus à vos lips, mon ami. Comme vous le savez déjà, je ne sais pas écrire un film. Je passe donc moultes heures à lire des auteurs variés sur Jeanne, afin de confronter les points de vue, mais également sur le scénario, avec notamment le petit manuel du scénariste de Marc-Olivier Louveau. Et pourquoi cet auteur en particulier? Parce que... Convaincant, merci. Un passage du livre nous explique comment donner du corps à un personnage en construisant sa fiche selon 5 points. On l'a vu, Joannette de Vouton, appelée Jeanne par les Armagnacs, puis l'usage du nom de famille retiendra d'Arc, du nom de son père, d'Arc, ou Tarc, ou T. En effet, l'apostrophe n'existait tout simplement pas à cette époque. Et pourquoi on a rajouté le... Que penses-tu de... C'est-à-dire l'action du personnage et ses motivations. Dans cette version encore très jeune de mon scénario, on peut imaginer quelque chose comme « Pour la proposition dramatique, celle qui ne voulait pas tuer fera remporter la guerre à son roi. » La proposition thématique, parce que c'est en inspirant les hommes qu'on renouvelle leurs forces. Puis-je? Jeanne est une jeune femme d'environ 17 ans lorsqu'elle commence son aventure. Elle est... comment dire? Plus séduisante par son charisme que par son physique, dirons-nous. Elle était grande d'1m60, châtain ou brune, d'abord avec les cheveux longs, puis on le sait coupés en rond, nous disent les textes, plutôt coquette avant d'entrer dans l'armée, mais dans le contexte de la campagne, elle s'habillera en homme. On retiendra également son attitude plutôt discrète dans la vie de tous les jours, mais au contraire extrêmement déterminée lorsqu'elle devait diriger ou lorsqu'elle devait négocier. Je vous avoue que sur ces aspects, je prendrai un peu plus de liberté sur la réalité historique. Vous avez compris ma volonté d'être pointu sur les faits, mais j'ai toujours imaginé Jeanne comme une très belle femme et je veux qu'elle le soit dans mon film. En tout cas, elle n'aura pas la coupe de Mireille Mathieu. L'histoire a beau avoir gardé le 6 janvier 1412, elle-même n'avait aucune idée de sa date de naissance. On ne la conservait pas à l'époque, et le 6 janvier est l'épiphanie, encore un repère religieux, c'est un peu pratique. En tout cas, c'était à Domrémy. Elle avait 4 frères et sœurs, Jacques, Jean, Pierre et Catherine, et son père Jacques était laboureur. Alors, ça veut toujours dire bouseux, hein, mais il possédait quelques bêtes et une vingtaine d'hectares de terrain. Donc clairement pas riche, mais d'un statut un poil plus élevé que le niveau 0 de l'époque. Quant à sa mère, Isabelle de Vouton était appelée la Romée, ce qui indiquait qu'elle était allée en pèlerinage à Rome, ce qui nous renseigne sur un niveau social à peu près équivalent à celui de Jacques d'Arc, parce que tout le monde ne pouvait pas libérer ni de l'argent ni du temps pour aller en pèlerinage. Très croyante, Jeanne ira à la messe aussi souvent que possible, passera le plus clair de son temps aux tâches ménagères avec son maman, et était excellente pour filer la laine et coudre. En tout cas, pas d'éducation scolaire, puisqu'elle apprendra vaguement à lire une fois dans l'armée, et sera vaguement capable d'écrire son nom. Elle avait l'habitude de signer d'une simple croix. Elle a gardé le troupeau du village pour dépanner, mais ce n'était pas son métier. Enfin, niveau politique, elle était farouchement favorable au roi de France, donc anti-anglais et anti-bourguignon,
Ce qui n'était pas toujours facile à assumer d'ailleurs, parce que le territoire bourguignon s'arrêtait, pour ainsi dire, au bout du chemin. Je précise que anti-anglais ou anti-bourguignon ne voulait pas dire qu'elle en souhaitait la mort. Elle a dit plusieurs fois qu'elle ne souhaitait surtout pas que du sang chrétien soit versé. Ah oui, elle était aussi anorexique, la pauvre. Elle mangeait très peu, et presque exclusivement de la nourriture d'église. Du pain, du poisson et du pif. Et du jaja. C'est là que ça se corse. Comme nous le rappelle l'auteur du bouquin, une histoire sans conséquences humaines et sans intérêt. Ça tombe bien puisque sa psychologie va évoluer énormément selon les 3 grandes phases de sa courte existence. Enfant, elle était très douce, généreuse, introvertie, voire timide, puisque sa vie spirituelle prenait une part immense dans sa vie. Elle était aussi assez rêveuse et aimait à passer son temps avec ses amis Oviette et Minguette près de l'arbre au fée du bois chenu, près de son village. Une fois ses apparitions vécues, elle dira entendre les voix de Sainte Catherine et Sainte Marguerite environ 3 fois par jour pour la guider en tout. Sa psychologie a donc énormément changé puisqu'elle montrait une grande confiance en elle grâce à cela. En même temps, c'était en ligne directe avec le grand patron, tu craignes dégain, comme diraient nos amis marseillais. Cette confiance nouvelle sera même un peu chiante pour certains, car sa détermination absolue la rendait régulièrement impatiente, parfois bornée et voulant toujours agir. Attendre la rendait folle, car elle ne craignait pas la défaite en raison du soutien de ses amis du ciel, comme elle aimait à le dire, qui notamment lui avaient indiqué qu'elle ne durerait pas 2 ans. Elle ne savait pas si ça voulait dire mourir ou ne plus avoir d'impact, mais son œuvre était aussi une course contre la montre. Une fois emprisonnée, l'espoir va la faire tenir pendant longtemps, et elle va même parfois se montrer moqueuse à l'endroit des juges. Tous les observateurs s'accordaient sur la qualité des punchlines qu'elle avait l'habitude de balancer devant tout le monde. La pertinence et la cohérence de ses réponses, mais avec le temps, le désespoir va finir par s'installer. Aidé bien sûr par la fatigue, la privation de sommeil et de nourriture, jusqu'à la disparition de ses voix quelques semaines avant son exécution. Néanmoins, Jeanne gardera toujours la conviction d'œuvrer pour ce qui était juste. Elle a toujours fait preuve d'empathie pour ceux qui l'entouraient, comme pour ceux qu'elle affrontait. Elle jura n'avoir jamais tué ni blessé qui que ce soit, et essaya toujours d'éviter les morts en communiquant avec les Anglais et les Bourguignons avant le recours aux armes, et vivait comme une tragédie de voir du sang chrétien versé. Sauf pour les putes. Quoi ? Apparemment, elle n'était pas du tout empathique avec les chouins. Ah oui, non, en effet. Elle avait le blasphème et l'indécence en horreur, et faisait fuir les ribaudes, les prostituées qui accompagnaient souvent les soldats, dès que l'occasion se présentait. Elle ira même jusqu'à briser la lame de son épée sur le dos d'une de ses jouvencelles de petite vertu. Voilà comment on établit une fiche personnage. C'est évidemment une version très simple que je vous livre ici, mais vous connaissez maintenant la façon d'élaborer les grands traits. Je vais continuer à vous livrer quelques fiches, puisque ça me permet de glisser ici ou là quelques anecdotes sur son entourage et ses ennemis. Merci de m'avoir à nouveau regardé. Comme d'hab, vous savez qu'en un coup de souris sur ce fucking pouce bleu, vous pouvez me faire plaisir, me motiver et montrer à ce coquin d'algorithme YouTube que je mérite de la visibilité. Comme d'habitude, je vous ordonne de faire de belles choses et de belles rencontres, et n'oubliez pas, c'est beau la France.